El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Salué par l'intervention américaine, même si tout ce qui s'est passé les mois d'avant, les alertes, les menaces, etc., laissaient supposer qu'il allait y avoir quelque chose. Je dirais que jusqu'au 3 janvier, on se disait, bon, on dit beaucoup de choses, mais les agissements, c'est autre chose. Et on a bien vu depuis que, et ça s'accélère, la réalité dépasse des fois la fiction. Donc on a eu cette intervention états-unienne, trumpienne sur Caracas avec ce kidnapping du président Maduro et de sa femme, kidnapping que nous avons naturellement, nous France-Amérique latine, dénoncé dès la première heure et souhaité sa libération, celle de sa femme, question finalement de droit international. Donc ça nous semblait la moindre des choses. Pour autant, notre communiqué de ce point de vue-là était clair, mais ce qui nous a semblé encore au-delà de ce kidnapping, c'est la manière d'avoir présenté ces menaces et d'avoir mis en exécution ces menaces. En assumant totalement deux choses. D'une part, le fait de se retrouver dans dans des conditions qui amènent à raviver et à redonner encore plus de force à la manière trumpienne la doctrine Monroe, je suppose qu'on en parlera peut-être dans les interventions, et qui naturellement nous a tous amenés à se dire que ce n'est qu'une première vague, il y aura d'autres vagues. On pense notamment à Cuba, on pense à la Colombie, et puis on l'a bien vu, les menaces sur le Mexique, les menaces sur d'autres pays. Donc il y a véritablement, et c'est aussi une manière de dire aux Européens par rapport à Groenland, à l'Iran par rapport à ce qui se passe en Iran, et ainsi de suite, que, ma foi, il était capable de tout, et que donc il fallait qu'eux aussi fassent attention. À partir de là, naturellement, nous avons réagi les uns et les autres et il nous a semblé important, urgent, non seulement de réagir. Le 3 janvier, il y a eu le premier rassemblement à la place de la République qui a été fait comme ça au pied levé, si je puis dire, et France-Amérique latine a été à l'initiative notamment, et fortement. Mais il y a eu aussi, après, le 10 janvier, place de la Bastille, avec malheureusement deux moments de rassemblement que nous avions trouvé nous dommageables. Mais bon, c'est comme ça. La prochaine initiative aura lieu le 10 de la part du collectif Solidarité avec le peuple vénézuélien. Le 10, vous avez les affiches, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Et ça aura lieu avec des organisations vénézuéliennes, un syndicat américain, la LDH, Olivier Compagnon qui sera avec nous pour cette occasion et moi-même pour ce qui concerne France-Amérique latine. Donc voilà, il y a un tableau de ce qui va se passer et entre-temps, ma foi, essayer de partager, de comprendre et d'analyser ce que les uns et les autres essayent de faire. Et je vous invite sur le FanMag qui est dehors, même s'il a été fait juste à la limite la sortie de l'événement. Donc on a juste rattrapé quelque peu. Le prochain dossier devrait être plus complet. Là je pars sur le contrôle d'Hélène qui est là, plus complet pour dans un mois ou deux, il devrait sortir ce nouveau numéro de 2026. Voilà, merci à Thomas Posado. Alors, comme je ne me rappelle jamais, je préfère dire tout de suite, Thomas Posado qui est en train de causer avec Jeannette, et Thomas est avec nous, on le remercie, comme on remercie Jeannette et Jean-Jacques. Thomas est maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'Université de Rouen, tu me dis si je me trompe, spécialiste du Venezuela. En tout cas, c'est ce qu'on avait écrit, nous, dans notre papier. Quant à Jeannette, elle est politologue, spécialiste de l'Amérique latine, maîtresse de conférences à l'Université de Marne-la-Vallée et à l'IHEL Paris. Et tous très liés à France-Amérique latine, et Jean-Jacques Korianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès.
Voilà, à tous les trois, on leur a demandé de revenir sur à la fois la temporalité et en même temps l'analyse un petit peu de ce qui se passe actuellement. Alors, au Venezuela, dans la Caraïbe, en Amérique latine, les uns et les autres vont apporter ces points de vue, je dirais presque un peu en poupée gigogne. Et je ne peux pas perdre de temps, mais j'ai meublé comme j'ai pu. Il est l'heure, je crois qu'on peut démarrer. Et proposer la parole à Thomas pour démarrer. Bonjour à toutes et tous et merci Fabien, merci France Amérique Latine pour l'invitation. Du coup, pour moi, je vais commencer plutôt essayer de parler de ce qui me focaliser du coup sur le Venezuela et sur cette opération qui s'est passée donc dans la nuit du 2 au 3 janvier qui s'inscrit dans la droite lignée de plusieurs mois de menaces militaires de la part de Donald Trump. Il y a eu ces bombardements qui ont coûté la vie à 115 personnes au large des Caraïbes et du Pacifique. Il y a eu un blocus aérien ensuite fin du mois de novembre, puis un blocus maritime. On en est déjà à 7 pétroliers donc chargés de pétrole vénézuélien saisis depuis le 10 décembre. D'ailleurs, un certain nombre qui se sont fait saisir après la capture de Maduro jusqu'au 20 janvier. Il y a des négociations assez proches entre le gouvernement de Delcy Rodriguez et la pression de Donald Trump, mais il y a toujours des négociations qui se font avec ce chantage, avec la menace pétrolière. Quelques mots là-dessus, je vais rapidement revenir sur les raisons de cela, je vais être assez bref là-dessus parce que je pense que c'est devenu assez clair que Donald Trump a utilisé le prétexte du narcotrafic, mais il n'en a que faire. Le fentanyl, qui est vraiment la drogue qui coûte des vies aux États-Unis, ne concerne pas le Venezuela. Le Venezuela n'est pas un pays producteur de cocaïne, mais un pays de transit secondaire de la cocaïne, même une route qui a plutôt tendance à régresser ces dernières années au profit de l'Équateur. Voilà, je pense qu'on en parlera du président hondurien qui a été lui condamné pour narcotrafic aux États-Unis, Orlando Hernandez, mais qui a été gracié par Donald Trump. Donc on voit clairement une instrumentalisation de l'accusation de narcotrafic qui peut permettre d'absoudre des personnes pour lesquelles il y a des preuves si c'est des amis politiques, mais qui peut être retenu contre des ennemis politiques, même en l'absence de preuves. Le motif de la démocratie, on voit que ce n'est pas du tout l'objectif de Donald Trump. Dans sa conférence de presse, après la capture de Maduro, il a utilisé 7 fois le mot pétrole, 0 fois le mot démocratie, donc on voit que ce n'est pas du tout l'objectif de Donald Trump. Il reste le mot pétrole qui du coup est très utilisé. Les États-Unis ont les premières réserves de pétrole prouvées au monde et c'est surtout un pays qui a perdu beaucoup de sa production, notamment en raison des sanctions états-uniennes depuis 2019, mais aussi en raison d'un mauvais entretien des infrastructures pétrolières et d'une fuite de la main-d'œuvre qualifiée. Dans le cadre d'une crise migratoire de l'ampleur du Venezuela, évidemment, des travailleurs qualifiés qui ont des compétences dans le pétrole sont parmi les premiers à partir, sont ceux qui ont des qualités à reconvertir par ailleurs. J'essaye de brasser un maximum de choses, on reviendra si vous voulez plus en détail sur tel aspect ou tel autre plus tard dans la discussion. Je vais essayer de venir sur comment on en est arrivé là. La relation entre les États-Unis et le Venezuela chaviste, elle est ancienne. Les États-Unis avaient été parmi les 2 seuls gouvernements à soutenir le renversement de Hugo Chavez lors du coup d'État d'avril 2002. Mais malgré ces affrontements diplomatiques, il y a eu un maintien du lien commercial assez longtemps, jusqu'en 2018. Les États-Unis étaient le premier partenaire commercial, le premier fournisseur et le premier client du Venezuela, avec une baisse du commerce au profit de la Chine, mais une tendance qui est en rien exceptionnelle dans l'Amérique latine des années 2000-2010. On évoque souvent le décret Obama comme début de cette asphyxie économique du Venezuela. Ça ne me semble pas tout à fait exact. Le décret Obama établit comme une menace exceptionnelle pour la sécurité des États-Unis le Venezuela, mais n'a pas de conséquences économiques à ce moment-là. C'est aussi ce qui s'est dit à ce moment-là, une contrepartie à une ouverture
que faisait Obama à l'égard de Cuba. Jeannette en parlera peut-être davantage, même si cette ouverture, elle paraît désormais appartenir au passé lointain. Le moment où l'asphyxie économique va se produire contre le Venezuela, c'est à partir de 2017 et 2019, donc sous Donald Trump, où Donald Trump va déclarer en 2017 un embargo financier, donc empêcher PDVSA et l'État vénézuélien de se financer aux États-Unis, puis un embargo pétrolier, donc alors que les États-Unis étaient le premier partenaire commercial jusqu'en 2018, les livraisons de pétrole s'interrompent et passent brutalement à zéro du jour au lendemain. Un embargo pétrolier qui ne va être assoupli que par Joe Biden à partir de 2022 en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc avec une volonté de ne pas laisser tout le marché pétrolier, enfin de pouvoir jouer sur le prix du pétrole et de pouvoir desserrer la dépendance russe d'un point de vue militaire du Venezuela. Ces sanctions, elles ont un impact lourd sur le Venezuela. C'est pas la seule raison qui a conduit le Venezuela dans cette situation catastrophique, mais c'est une raison majeure. On estime que la crise économique au Venezuela entre 2014 et 2020 a coûté 74% du PIB. Il y a un économiste qui s'appelle Francisco Rodriguez qui a essayé d'isoler les différents facteurs. Enfin, c'est pas mon analyse, je ne suis pas économiste en tant que tel, qui parle que la moitié de l'impact de cette crise provient des sanctions états-uniennes. Le reste provient d'une politique monétaire de Chavez puis Maduro qui a permis l'enrichissement de proches du régime ou de grandes entreprises et du caractère rentier de l'économie vénézuélienne qui, depuis un siècle, alterne cycle d'abondance dans les années 70, cycle de crise dans les années 80-90 au moment où Chavez arrive au pouvoir, cycle d'abondance durant la présidence de Chavez, on pallie à Chavez au cours du baril de pétrole, puis cycle de crise donc depuis le début de la présidence Maduro, pas forcément lié à Maduro dans ce cadre-là, mais lié à l'évolution du cours du baril de pétrole. L'évolution sous Donald Trump, alors enfin je pense que Jean-Jacques montrera qu'il y a une politique assez cohérente de Donald Trump à l'égard de l'Amérique latine depuis le second mandat, enfin une politique agressive avec ce corollaire Trump qui se met en place. Par contre, à l'égard du Venezuela, depuis le début du second mandat, on a une politique qui est d'une rare incohérence de la part des États-Unis, où ils ont commencé durant les 7 premiers mois à négocier avec le gouvernement Maduro, avec un accord qui se faisait sur le dos des Vénézuéliens, qui se faisait sur la base de maintenir les allègements de sanctions à l'égard de Chevron en échange de l'acceptation des déportations de migrants vénézuéliens qui étaient aux États-Unis et qui étaient déportés de force au Venezuela. Donc ça, c'était une politique pétrole contre migrants mise en place par Richard Grenell, donc, qui était conseiller spécial de Donald Trump pour le Venezuela. Mais qui a été brutalement relevé de ses fonctions et dont l'orientation ne dépend plus désormais, où à partir de fin août on voit un virage à 180 degrés où désormais Donald Trump s'engage dans cette stratégie de changement de régime avec Marco Rubio, donc lié à l'électorat latino, antisocialiste, cubain, vénézuélien en Floride, qui a fait toute sa carrière politique là-dedans, qui est porteur de cette orientation de changement de régime et qui vient à proférer des menaces militaire contre le Venezuela. J'en arrive à dire quelques mots sur la situation actuelle parce que on peut s'interroger sur le fait que cette orientation est historiquement celle de Marco Rubio, celle du changement de régime, et il n'y a pas de changement de régime au Venezuela. Ils ont enlevé, kidnappé Nicolás Maduro, mais les proches de Nicolás Maduro restent au pouvoir. C'est exactement la même équipe qui gouvernait hier, qui gouverne aujourd'hui. Il y a un ministre anciennement proche de Nicolás Maduro, Alex Saab, qui a été relevé de ses fonctions, mais sinon tous les autres ministres restent en place. Et on voit visiblement un accord qui a l'air en train de se faire, un accord avec un pistolet sur la tempe. Alors, certains journaux comme The Guardian parlent d'une trahison, parlent d'accord préalable entre Delcy Rodriguez et Donald Trump. On n'a pas de preuve, mais de fait qu'il y ait eu trahison, qu'il n'y ait pas eu trahison, que ce soit l'effet des marges de manœuvre beaucoup plus réduites, ça ne change pas grand-chose du fait qu'on voit un virage à 180 degrés de la politique du gouvernement vénézuélien par rapport même à ce que faisait Nicolás Maduro, c'est-à-dire donc depuis maintenant un mois,
une loi sur les hydrocarbures qui démantèle non seulement l'héritage de Chavez, mais y compris même l'héritage de la nationalisation de 76, avec la possibilité de baisser les royalties qui revient à l'État vénézuélien à seulement 15%, qui était la grande réforme de Chavez en 2001, de pouvoir augmenter de 15 à 30%, ce qui n'était pas le socialisme, mais ce qui permettait à l'État vénézuélien d'avoir un petit peu plus dans le partage de la rente pétrolière. Ce qui est aussi la possibilité désormais pour les entreprises privées de commercialiser, de vendre le pétrole vénézuélien, donc ce qui n'était pas le cas auparavant, et ce qui diminue l'influence de l'État dans l'industrie pétrolière, et ce qui nous fait peur pour les peuples vénézuéliens, c'est-à-dire que le peuple vénézuélien souffre d'un manque de ressources liées à l'industrie pétrolière. On peut imaginer qu'avec un État pétrolier qui reçoive moins d'argent, sa condition ne va pas s'améliorer pour autant, au contraire. Donc on voit même des aspects qui ont été annoncés par Marco Rubio, qui feraient que l'argent gagné par le pétrole serait contrôlé par les États-Unis et pourrait ne sortir pour payer les charges de l'État vénézuélien qu'à grandes conditions. Donc on voit une forme de protectorat états-unien qui semble se mettre en œuvre, avec très peu de marge de manœuvre pour Delcy Rodríguez et son administration. Dans le même temps qu'il y a cette libéralisation économique qui semble extrêmement rapide en l'espace d'un mois, on voit certaines mesures de libéralisation politique au compte-gouttes. Avec la libération, on parle autour de 300 prisonniers politiques, une loi d'amnistie générale dont on ne connaît pas encore vraiment les contours, qui concernerait l'ensemble des violences politiques depuis 1999, l'annonce de la fermeture de l'hélicoïde, qui est donc prison qui était accusée d'avoir... où il était accusé par les organisations de défense des droits de l'homme d'avoir commis des tortures en son sein. Ce qui me semble intéressant à comprendre, c'est comment on en est arrivé là, comment le pouvoir de Chavez, qui avait réussi à établir un rapport de force beaucoup plus favorable au Venezuela contre les États-Unis, comment on en arrive à cette situation où l'État vénézuélien semble raquetter dans des conditions extrêmement adverses par les États-Unis. Et pour comprendre cela, il faut comprendre ce délitement du lien avec les organisations populaires, avec les mouvements sociaux, qui s'est consumé au fil des années, qui s'est consumé, on en parlait tout à l'heure avec Jeannette, je pense déjà dans la fin de la présidence d'Hugo Chavez, également encore de manière encore plus forte sous la présidence de Nicolas Maduro, et où on en arrive aujourd'hui à un pouvoir qui est impopulaire et du coup qui a assez peu d'arguments à opposer aux États-Unis, qui n'a pas une mobilisation populaire à opposer aux États-Unis, et qui se retrouve face à ce chantage, le pouvoir, les élections de 2024, où d'après les procès-verbaux mis en ligne par l'opposition, le candidat de l'opposition l'aurait largement emporté, tendent à ne pas donner beaucoup d'assises à ce gouvernement de Maduro avant de Delcy Rodríguez aujourd'hui. Les vagues d'arrestations qui lui ont succédé en juillet 2024 tendent à isoler dans la vie politique vénézuélienne ce gouvernement, ce qui a fait que on a vu ces explosions de joie de quelques Vénézuéliens en exil après ce kidnapping, une joie qui me semble, qu'on peut comprendre dans l'idée qu'ils veulent une sortie de crise, qu'ils veulent un espoir que cela change et qu'ils puissent retrouver leur famille, mais qui est, je pense, très illusoire, qui est lié à une perspective de redémocratisation, de redémarrage économique, dont on voit que ce n'est pas du tout l'objectif de Donald Trump. L'objectif de Donald Trump, c'est de s'approprier le pétrole vénézuélien et sûrement pas de confier de nouveaux droits à la population vénézuélienne. Je crois que je suis déjà au quart d'heure, j'en suis où ?
T'inquiète. Non, bah je peux continuer du coup. Il te reste 5 minutes. Ok, 5 minutes. 4 minutes. Ok, bon alors du coup je vais pouvoir dire davantage sur l'évolution de la situation au Venezuela. Je pensais que j'étais dans les... enfin, dès que j'étais déjà en train de dépasser. Donc, cet isolement du mouvement social, des mobilisations parmi les classes populaires vénézuéliennes sont à l'origine de ce rapport de force extrêmement dégradé pour le gouvernement de Delcy Rodriguez. C'est un gouvernement qui a beaucoup misé sur l'armée, une armée qui s'est nettement enrichie par ce biais-là et qui s'est paradoxalement renforcée depuis que Chavez n'est plus au pouvoir. Chavez venait de l'armée, mais par sa légitimité charismatique, sa légitimité démocratique, parvenait à contrôler ses marges de manœuvre. Depuis l'accession au pouvoir de Nicolás Maduro et depuis son affaiblissement, Nicolás Maduro a beaucoup donné à l'armée à la hauteur de ce qu'il lui devait, son maintien au pouvoir. Ce sont une soixantaine d'entreprises publiques qui sont dirigées par des militaires qui s'enrichissent par ce biais et qui font que l'armée devenait le centre des attentions. Au moment de l'autoproclamation de Juan Guaidó en 2019, et l'opposition et le gouvernement vénézuélien ont misé sur l'armée, considéré que c'était l'armée qui devenait l'arbitre de la lutte politique, à savoir que Juan Guaidó appelait à l'insubordination de l'armée et que Nicolás Maduro essayait de maintenir la loyauté de l'armée. Mais à partir du moment où on situe le débat sur donner le maximum de pouvoir à l'armée, on se retrouve dans une situation inextricable pour le pouvoir vénézuélien. Et enfin, dans ce qui me reste comme temps, j'aimerais dire quelques mots sur les oppositions vénézuéliennes. Enfin, je pense que vous entendez ce qui peut ressortir des médias, c'est que la parole de l'opposition vénézuélienne est beaucoup réduite à celle de María Corina Machado, qui est sans doute le visage le plus radical, avec des liens avec les organisations les plus à droite. Elle a intervenu il y a encore quelques mois dans le groupe parlementaire européen des Patriots for Europe, donc dirigé par Jordan Bardella. Enfin, je pense que tous ces mots avaient peut-être un sens il y a quelques mois, mais sa servilité à l'égard de Donald Trump, je pense, montre à tout le monde quelle est son orientation politique. Une orientation politique très clairement de subordination aux États-Unis, et ce qui est le cas depuis une période ancienne où elle a toujours souhaité cette intervention des États-Unis contre son propre pays, où elle en a eu ses souhaits exaucés dans cette nuit du 2 au 3 janvier, mais au moment où son souhait a été exaucé durant cette matinée du 3 janvier, elle a été sévèrement rejetée par Donald Trump, qui, en ne souhaitant pas une stratégie de changement de régime, en n'ayant pas les moyens militaires d'une stratégie de changement de régime, essaye de maintenir des liens avec ceux qui ont des relais dans l'appareil d'État vénézuélien. Et effectivement, María Corina Machado a peut-être gagné une popularité dans la population par sa radicalité contre le pouvoir de Nicolás Maduro, mais n'a pas de soutien dans l'appareil d'État. Il reste d'autres oppositions, des oppositions d'une droite plus modérée, qu'on pourrait peut-être qualifier, je sais pas, d'une orientation peut-être social-démocrate, comme Enrique Capriles, l'ancien candidat de l'opposition, qui est désormais député à l'Assemblée nationale, député d'opposition minoritaire. Mais il y a aussi des courants d'opposition de gauche. Je pense au Parti communiste vénézuélien, qui a été longtemps un soutien de Chavez puis de Maduro, qui s'en est éloigné en 2020. Et qui depuis a connu une intervention judiciaire du pouvoir de Nicolás Maduro, c'est-à-dire qui a été dépossédé de son organisation et dont l'organisation a été confiée à des gens plus proches du gouvernement de Nicolás Maduro. Ça, c'est la seule organisation de cette opposition de gauche. Là, du coup, je vais te conclure, ok. Qui a subi cela, mais enfin voilà, une quinzaine d'organisations de l'opposition libérale a connu cela. Et enfin, on pourra en parler dans le débat si vous voulez, mais des organisations syndicales, féministes, écologistes qui se battent contre Nicolás Maduro et contre l'intervention états-unienne. Il y en a de nombreuses. Donc je m'arrête. Je vous remercie de votre attention et je répondrai aux questions qui vous sont nécessaires dans le débat. Merci.
Merci beaucoup Thomas. Et effectivement, tu as déjà donné un très bon éclairage de la situation. Je pense que Jeannette, tu vas nous compléter peut-être en voyant plus toute la dimension caribéenne et le reste. Ce sera pour Jean-Jacques. Non, avant de parler de Cuba, je voudrais insister sur la gravité de la situation internationale, pas seulement latino-américaine, mais internationale, et sur les risques, les énormes dangers que font courir aujourd'hui ce que des journaux comme Le Monde appelle l'impérialisme américain, un mot qui était, un concept qui était banni auparavant du vocabulaire. Je trouvais ça ringard, donc il ne fallait pas appeler ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une manchette du Monde qui a titré sur l'impérialisme américain. Ben ça c'est bien, malheureusement, ce qui est moins bien, c'est la situation que nous connaissons et le fait qu'on puisse avoir tiré. D'abord, je voudrais dire une chose, juste pour ajouter à ce que dit Thomas, mais il y a eu 103 morts. On se demande même s'il n'y en a pas 120, des pêcheurs, paraît-il, narcotrafiquants, dont personne n'avait même prouvé ce qu'ils transportaient, ce qu'eux-mêmes étaient, qui sont morts sous les balles tirées par l'armada américaine qui est dans les Caraïbes aujourd'hui. Une armada qui est maintenant, mais qui a pris des proportions, c'est bien au-delà du Venezuela, bien au-delà de Cuba, et qui menace toute la région, évidemment, y compris d'ailleurs menaces qui ont été exprimées contre la Colombie, et contre le Mexique. Je pense que Jean-Jacques en dira peut-être deux mots, avec des pressions qui témoignent d'un rapport de force, et c'est ça qui est dramatique, un rapport de force qui est dégradé comme il n'a pas été dégradé depuis longtemps. Donc c'est dans ce contexte que je commence par ça pour dire juste une chose, c'est que indépendamment du jugement qu'on peut avoir sur certains de ces régimes, et je vais en dire deux mots, Thomas a déjà parlé un peu du Venezuela et je vais parler de Cuba, mais indépendamment de ce jugement, c'est l'ancien ordre international qui n'avait pas que des mérites dans son application, mais c'est un ordre qui avait des lois, qui avait des règlements, qui au moins témoignaient d'une certaine volonté, d'une certaine conception de cohabitation entre les peuples et les nations, et cet ordre national, cet ordre international s'effondre. Il s'effondre au profit d'une stratégie qui a été résumée par le texte qui a été publié en décembre 2025 par les États-Unis et qui s'appelle une nouvelle stratégie pour les États-Unis, publiée en 2025. Et c'est cette nouvelle stratégie qui est à l'œuvre au Venezuela, et on va voir ce qui se passe à Cuba, mais malheureusement dans une situation qui est une des pires qu'on peut avoir connues depuis, je dis bien depuis 1945. Une fois dit cela, donc, la situation de Cuba est une situation absolument critique, désastreuse, dramatique. Et les raisons pour lesquelles elle est désastreuse et dramatique, elles sont de plusieurs ordres. La première, et je commence toujours par ça, c'est que cette île a le malheur d'être née au milieu des Caraïbes, de la mer des Caraïbes, au milieu d'un golfe qui s'appelle le golfe du Mexique, mais que le président Trump a décidé d'appeler le golfe de l'Amérique. C'est une île qui actuellement compte 11 millions d'habitants, qui a peu de ressources, qui a fait une révolution très radicale il y a 6 décennies, alors qu'aucune des conditions pour une telle révolution n'était franchement réunie. Et s'il faut toujours avoir ça en tête, c'est malheureusement des bifurcations de l'histoire qui arrivent, et celle-là s'est produite là où elle n'aurait pas dû se produire. Alors c'est compliqué de dire ça, parce qu'évidemment, c'est toujours bien quand même que les mouvements populaires, surtout celui-là, puissent s'exprimer comme ils l'ont fait, mais en même temps dans les pires conditions possibles. D'où vient la crise? Alors la crise, elle vient évidemment de conditions géopolitiques. D'une certaine façon, cette situation géopolitique, qui est à 120, n'oubliez pas, on est à, je dis toujours 90 miles from home, 150 km des côtes américaines, 3/4 d'heure d'avion, quelques heures dans une vedette un peu rapide,
Et dès le XVIIIe siècle, James Monroe, qui était président des États-Unis, avait proclamé que, d'une part, l'Amérique appartenait aux Américains. C'était une déclaration contre les Européens, hein, pas contre les, à ce moment-là, pas directement contre les Cubains, mais d'autre part, ensuite, un sénateur et un autre président américain ont décrété qu'il fallait faire de Cuba le 51e État américain. Et comme vous le savez, Trump aujourd'hui a une visée supplémentaire, c'est de faire de Groenland le 51e ou 52e, comme on veut, État américain. Et donc, je dis cela et j'arrête là-dessus pour qu'on comprenne bien le poids, cette espèce d'anomalie géopolitique que représente le fait que cette révolution, qui a été la plus radicale de toutes les révolutions et la plus populaire d'une certaine façon du XXe siècle, hein, je dis bien du XXe siècle, au sens de son ampleur, de sa radicalité, de sa composition sociale, se trouve aujourd'hui au bord de l'effondrement. Alors, une fois rappelé cela, pourquoi en est-on là où on en est aujourd'hui? Un pays qui a des coupures d'électricité de 72 heures, qui n'a, à cause de l'état de ses canalisations d'eau, pratiquement parfois pas accès à l'eau pendant des journées entières, qui voit le peu d'alimentation dont la population dispose fondre, disparaître dans les réfrigérateurs parce qu'il n'y a pas d'électricité, d'autre part parce que les transports sont dans un état tel que maintenant, sauf si on a de l'argent, les gens diraient deux mots, et en particulier, surtout si on a des devises, se déplacer dans l'île, c'est épouvantable, et prendre soin de ses parents, de sa famille âgée, parce qu'il y a une vraie crise démographique maintenant, avec une chute des natalités dues aux conditions de vie, encore plus compliquée. Alors, les causes de tout cela, il y a bien sûr des causes économiques qui tiennent aux faibles ressources de l'île, et qui tiennent aux sanctions américaines. Il ne faut pas banaliser, il ne faut pas raconter que tout ça a été une justification pour Fidel Castro des mesures répressives qu'il a prises. La première raison, c'est des sanctions économiques qui durent depuis 62 ans. Il n'y a aucun pays, je dis bien aucun pays sur la planète qui a subi des sanctions de cet ordre pendant aussi longtemps. Ni l'Iran, ni aucun des autres pays. Donc la première raison, surtout, c'est une île facile à bloquer, et à part le nickel, le cobalt, ça c'est important, qui est actuellement géré par les Canadiens, à part ça, à part le café, les cigares, puis avant il y avait le sucre, mais il n'y a plus beaucoup. Bref, les ressources sont très faibles. Donc, première cause, celle-là. Deuxième, pas seulement les sanctions, c'est le fait que le pays, alors on utilise l'expression forteresse assiégée, mais c'est vrai que c'est une forteresse assiégée à partir de 1959. Il n'y a aucun doute sur ça et on peut donner d'innombrables exemples. Une fois dit ça, il y a évidemment la responsabilité des choix économiques, des choix politiques et sociaux qui ont été faits par la direction. Et ce qui est compliqué, c'est ce que je dirais en conclusion, c'est après, quand on réfléchit, de comprendre quel est le poids respectif de tous ces éléments et qu'est-ce qui permet de dire que c'est telle ou telle responsabilité qui a été prise ou telle autre. Alors j'ai commencé par les responsables parce qu'on représente la politique américaine. Maintenant, je vais m'attarder sur ce que représentent les responsabilités des choix faits par le gouvernement cubain, sous Fidel Castro et ensuite. Alors, les responsabilités, elles sont liées au choix qui est fait, un choix pour la survie, hein, de s'allier avec l'Union soviétique de l'époque, et s'allier avec l'Union soviétique à l'époque, je parle du début des années 60, permet de régler deux problèmes qui ne sont toujours pas résolus aujourd'hui. Le problème de l'alimentation énergétique, il y a très peu de pétrole à Cuba, et le problème alimentaire, parce que ce pays de monoculture du sucre, comme tous les pays de monoculture ou de monoproduction, hein, parce que c'est pas pareil, mais il y a évidemment des analogies avec le pétrole,
la monoculture du sucre, ça ne permet pas d'assurer l'alimentation de toute la population, parce que ça occupe une surface, je n'ai pas le temps de développer. Bref, ces deux besoins criants, plus les besoins militaires face à l'agression américaine, font qu'une alliance est scellée dès le début des années 60 avec l'Union soviétique de l'époque, avec une Union soviétique qui, au début des années 62, profite des avantages géopolitiques que Cuba lui procure. Pourquoi je dis avantages géopolitiques? Prestige au sein du tiers-monde, prestige dans les mouvements de libération nationale, prestige en Amérique latine et soutien immense en Amérique latine à l'époque, qui fait que la défense même de Cuba est assurée par tout ça. Mais cette alliance, elle s'accompagne, je vais le dire brutalement parce que je n'ai pas le temps de développer, cette alliance, elle s'accompagne, cette alliance avec l'URSS, elle s'accompagne d'un aveuglement sur ce qu'est à ce moment-là le régime soviétique. Et je dis aveuglement qui est peut-être un mot un peu fort, mais parce qu'en réalité, si on peut comprendre qu'au début des années 60, d'abord cet appui indispensable, par contre, c'est pour ça que tout ça, il faut se garder des jugements un peu simplistes. À ce moment-là, au début des années 60, après la baie des cochons, après la crise des missiles, Cuba n'aurait pas pu survivre seul. Personne n'a de doute sur ça. C'est évidemment Moscou qui vient à son secours. Mais toutes les années 60 et surtout les années 70, et y compris les années 80 jusqu'à l'effondrement, cette alliance avec Moscou, c'est une espèce de compromis permanent pour essayer de préserver d'une certaine façon l'autonomie politique de la direction cubaine dans ses liens avec l'Amérique latine, en même temps que ses liens avec Moscou. Et les liens avec l'Union soviétique de l'époque, les liens économiques et l'apport économique, ce sont des liens de dépendance. Je dis bien des liens de dépendance. Et pourquoi je dis des liens de dépendance? Parce que ça aussi c'est contradictoire. C'est à la fois des liens qui permettent la survie pour des questions clés, je dis bien le pétrole, l'alimentation, etc. Mais en même temps, ce sont des choix qui maintiennent l'économie de l'île dans une vraie dépendance. Pourquoi? Parce que l'île est maintenue d'une part, l'échange se fait en millions de tonnes de sucre, si vous voulez, qui sont très positifs pour l'Union soviétique, parce qu'en Union soviétique, le sucre, c'est du sucre de betterave, et le sucre de canne, celui qu'on produit à Cuba, est beaucoup moins cher que le sucre de betterave. En outre, la production de betterave est insuffisante en URSS, etc. Bref, il y a déjà beaucoup d'avantages, ne serait-ce que sur le plan économique, les échanges. Mais ces échanges maintiennent Cuba dans la monoculture du sucre et dans des proportions considérables qui font que l'industrialisation telle qu'elle est préconisée, on peut critiquer, mais enfin, la diversification de l'économie cubaine, en particulier dans l'agriculture, elle est entravée par le fait que c'est grâce au sucre et au volume de production de sucre échangé par Cuba qu'arrivent d'autres marchandises indispensables. Et ça, vous devez ajouter à ça, j'ai pas le temps, mais d'autres éléments qui font que quand on dit, et c'est vrai que grâce à l'Union soviétique, j'appelle ça les 30 glorieuses, jusqu'à la chute, entre guillemets, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, qui font que l'île va survivre jusqu'à la chute de l'Union soviétique, mais elle va je vais m'arrêter vite, alors elle va survivre dans ces conditions et à ce prix-là, et le prix à payer est très lourd en plus, parce qu'il faudrait parler des variations du prix du sucre, etc. Alors évidemment, ça s'ajoute, cette dépendance sur le plan économique, à cela s'ajoute le système politique qui est instauré. Et là, la responsabilité de la direction castriste est très importante. Parce que j'ai parlé d'aveuglement, mais parce qu'il y a une part
c'est une direction jeune, on peut dire plein de choses. Mais en tous les cas, le système politique qui est instauré à Cuba à partir des, on va dire à partir des années 60, mais c'est surtout à partir des années 70, c'est un système qui est directement inspiré du système soviétique. Le système soviétique, c'est un système de parti unique, c'est un système qui ne permet pas ni le débat ni la discussion, c'est un système répressif. Ça a été un système totalitaire qui a évolué. Alors là, parce qu'en sciences politiques, on a vers un régime ensuite autoritaire, mais c'est pas la peine de développer ce qu'on donne. Et ça a eu des conséquences à Cuba terribles. Et en partie, alors j'ai pas le temps d'aborder la situation actuelle, ça est évidemment responsable de la crise actuelle aussi, et de manière aussi importante. Responsable pourquoi? Et je conclue là-dessus. Responsable parce que dans les impasses économiques dans lesquelles se trouvait Cuba, déjà bien avant la mort de Fidel Castro, il est mort en 2016, mais dans laquelle le pays se trouve de manière beaucoup plus grave depuis, parce qu'il y a eu le Covid, etc. Enfin, je crois que Thomas ne l'a pas dit, mais je pense qu'au Venezuela, c'était de la même ampleur. La crise, le Covid a été dans les pays du tiers-monde, dans les pays du Sud, terrible, mais actuellement, ça a été un truc épouvantable. Il y a eu le Covid et puis il y a eu Trump. En tous les cas, la question et le débat qui se pose aujourd'hui, que je n'ai pas le temps d'expliquer, c'est un débat qui est d'abord très mal mené par le gouvernement actuel. C'est un débat sur comment on sort de cette crise. Quelle réforme? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vais le dire de manière schématique, parce que c'est pas tout à fait comme ça, mais pour au moins aller vite et pouvoir terminer. Quelle transition? Comment on sort de la crise actuelle? Parce qu'il faut sortir de la crise actuelle. Il y a une misère terrible là, Cuba. Moi, j'ai jamais vu le pays comme ça auparavant. Le débat, c'est entre ceux qui, d'une certaine façon, veulent maintenir un système dont ils disent qu'il ressemble à la Chine ou au Vietnam, plus précisément, si vous voulez. C'est-à-dire on maintient le contrôle politique d'un parti unique avec une libéralisation économique. Ce que vous avez au Vietnam et en Chine, c'est une économie de marché. Je n'ai pas le temps de vous dire l'état social du Vietnam et ce qu'il y a en matière, enfin la situation des Vietnamiens du point de vue social dans tous les domaines, mais c'est ça qui est préconisé par un secteur de l'appareil d'État, mais appuyé par d'autres secteurs de l'intelligentsia. Donc, maintien du système politique, de ce régime autoritaire, de ce parti unique, et ouverture économique vers une économie marché intégrale. De l'autre côté, j'ai envie de dire sous prétexte, mais enfin prétendant défendre la révolution, vous avez la défense du système actuel, mais avec des réformes partielles, graduelles, qui ont introduit, je m'excuse que je n'ai pas le temps de l'expliquer, qui ont introduit des inégalités sociales qui n'avaient jamais existé auparavant et qui plongent une partie de la population dans la misère, tandis qu'il y en a une autre qui s'enrichit de manière considérable. Alors si on veut comprendre le dilemme et la situation actuelle et le pourquoi de l'offensive de Trump actuellement contre Cuba, il faut comprendre que c'est ça qui leur donne un espace, et c'est pour ça que les perspectives sont assez sombres. La situation mérite qu'on fasse quelque chose, et France-Amérique latine, sûrement dans les semaines à venir, vous fera des propositions pour essayer de trouver un moyen d'apporter une contribution sans pour autant faire concession à la réflexion et à l'analyse comme ça vient d'être fait par Jeannette. Fabien, j'ai rien dit là-dessus parce que par manque de temps. Mais je comprends bien. Mais t'inquiète pas, ce sera pour une autre fois. On aura d'autres occasions. Merci. En tout cas, c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir des intervenants de haut niveau et qui apportent très riche. Ça va être la même chose avec Jean-Jacques, qui va devoir être contraint aussi, bien qu'il est capable de dire beaucoup plus qu'il va être capable de le faire. À toi pour la... Merci Fabien, merci à France-Amérique latine. Donc je vais essayer de me livrer à un exercice transversal un peu compliqué.
comprendre un peu, parce que beaucoup, ça dépasse mon entendement, comprendre le sens de ce qui s'est passé le 3 janvier, au Venezuela, comprendre ce que Donald Trump a derrière la tête. Tu as parlé, Fabien, de sidération, je crois, donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut évoquer, que je vais évoquer en premier point, une sidération qui a été universelle, sidération des amis de Donald Trump aux États-Unis comme à l'international, sidération des adversaires, concurrents ou ennemis de Donald Trump. Ne pensez pas que les États-Unis pourraient en arriver jusque-là. Et derrière ces sidérations, il y a des acteurs politiques, gouvernementaux, qui sont désarçonnés, qui ont perdu leur latin, au point que certains articles reflètent, c'est l'intitulé d'un certain nombre d'articles publiés par beaucoup d'observateurs, font état de leur perplexité. Alors non pas la perplexité sur le caractère impérial de la politique des États-Unis à l'égard de l'Amérique latine et du reste du monde. On le sait depuis longtemps. Il y a un très bon livre qui a été écrit il y a plus de presque 60 ans, 50 et quelques années, par quelqu'un qui n'était pas particulièrement de gauche, Raymond Aron. Et il avait intitulé son livre sur les États-Unis à l'époque « La République impériale ». Donc tout est dit dans le titre. L'introduction du livre est particulièrement éclairante. Si vous le retrouvez, je ne sais pas s'il est réédité, je vous en recommande au moins la lecture des premières pages d'introduction de ce livre de Raymond Aron, qualifiant les États-Unis en 1970 déjà de République impériale. Alors derrière la sidération, je vais essayer quand même essayer de trouver et de donner les éléments d'une cohérence, la cohérence de la pratique de politique extérieure de Donald Trump, pour terminer en conclusion sur quelques perspectives, et en particulier, est-ce qu'il y a un moyen de faire des contrepoids, des contre-pouvoirs à Donald Trump dans la situation actuelle, que ce soit à l'intérieur des États-Unis ou à l'extérieur. Donc effectivement, le premier point, oui, la sidération. Donc la sidération est assez universelle pour deux raisons essentielles. Bon, la première, c'est que tout le monde admet qu'il y a eu une violation du droit international. La seconde, c'est que cette violation a été brutale et pratiquement sans justificatif, et sans même un justificatif en matière de droits humains. Dans le passé, les ingérences des États-Unis, depuis la fin de la guerre froide, s'inscrivaient dans des discours sur rétablir la démocratie. Rappelez-vous l'intervention en Irak, on rétablit les droits de l'homme, on rétablit les libertés dans les pays dans lesquels on intervient. Donc le cas de l'Irak avait été particulièrement démonstratif. Là, si vous regardez l'acte d'accusation du juge de la justice des États-Unis à l'égard de Nicolás Maduro, alors qu'il y aurait eu des choses à dire, pas un mot sur les droits de l'homme, pas un mot sur la démocratie. Il est mis en examen comme chef d'un cartel de stupéfiants. Alors c'est tellement gros, le cartel était désigné à l'origine, le cartel des soleils, c'est les petites soleils dorés que portent les officiers, les militaires vénézuéliens sur leurs épaulettes, mais ça a été abandonné. Il n'y avait pas d'éléments dans le dossier permettant de justifier l'existence de ce cartel des soleils dont le président vénézuélien aurait été le chef. Bon, malgré tout, on nous dit que l'instruction va être longue, on s'en doute, comme sur ce point-là le dossier est vide, mais il y a une certitude, Maduro sera condamné à l'arrivée. Bon. À partir de là, de cette sidération et de cette stupéfaction, le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a un certain nombre de gouvernements qui ont applaudi des deux mains. Alors, quels sont ces gouvernements?
Bon, en Amérique latine, il y en a eu quelques-uns, mais il y a surtout l'Argentine de Javier Milei, le Salvador de Nayib Bukele, en Europe, Giorgia Meloni, et au Proche-Orient, Netanyahou en Israël. Donc des inconditionnels de Donald Trump pour des raisons diverses, mais qui convergent tous en besoin, sont sous la pression de Donald Trump, et ils ont applaudi à cette décision. Concernant les droits de l'homme, ça a perturbé beaucoup de gens, notamment l'opposition vénézuélienne qui s'est trouvée prise en quelque sorte à contre-pied. Bon, il y a un certain nombre d'amis de Donald Trump qui se retrouvaient dans les forums de l'international de l'extrême droite, les forums du Parti républicain, de la droite du Parti républicain, conférences des conservateurs américains, ou dans les forums organisés en coordination en Europe avec le parti d'extrême droite espagnol Vox, qui a créé ce qu'il appelle le libérosphère, une espèce de pont transatlantique où se réunissent régulièrement depuis 2020 les extrêmes droites européennes, nord-américaines, latino-américaines et même israéliennes. Donc tous ces gens-là n'ont pas compris ce qui s'est passé. Donc ils ont applaudi l'intervention, mais ils n'ont pas compris le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est-à-dire ils pensaient que Donald Trump allait donner les clés du palais de Miraflores à María Corina Machado, qui est une participante, qui a été une participante régulière de tous les forums de l'extrême droite créés par le parti Vox et qui est signataire de la lettre de Madrid. Si certains d'entre vous n'en ont pas entendu parler, elle est sur Internet. Vous mettez Fondation Dissenso, qui est la fondation du parti Vox, Carta de Madrid, et vous avez la liste de tous les signataires. Il y a Cast, il y a Milei, il y a María Corina Machado, Marion Maréchal, Giorgia Meloni. Enfin, vous avez tout le gratin de l'extrême droite. Vox d'ailleurs avait eu du nez à l'époque Milei était présenté comme un expert économique, Giorgia Meloni députée, etc., Cast également, donc tous ces gens-là, bon, aujourd'hui sont au pouvoir, mais un certain nombre d'entre eux ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas non plus ce qui s'est passé avec Jair Bolsonaro avant l'intervention. Avant l'intervention, Jair Bolsonaro avait été mis en examen pour participation à une tentative de renversement du gouvernement institutionnel et constitutionnel au Brésil. Trump, qui était un ami, et que Bolsonaro se considérait comme un ami de Trump, qu'il avait visité plusieurs fois aux États-Unis dans le cadre de ses conférences ou en tant que président, Trump a fait un geste, donc il a pris des sanctions contre le juge qui gérait le dossier du procès de Bolsonaro, et il a suspendu le visa permettant au ministre de la Justice du Brésil de voyager aux États-Unis. Quelque temps plus tard, la justice brésilienne a cédé, Jair Bolsonaro a été incarcéré, et les journalistes ont mis un micro sous le nez de Trump pour lui demander « Bon, ben, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour votre ami ?» Il a eu une phrase d'une froideur inattendue, très brève, « C'est vraiment malheureux ». Et il l'a laissé tomber et il a pris rendez-vous avec Lula, avec lequel il a apparemment eu des contacts qui ont été considérés positifs d'un côté comme de l'autre. Donc vous avez tous ces éléments-là qui font partie de la sidération. Donc les amis idéologiques, les amis... Oui. C'est l'heure. Non, c'est pas encore l'heure pour toi. C'est pas encore l'heure. Donc on sidérait les amis de Donald Trump, qui par ailleurs ont été, avant donc, cette intervention du 3 janvier, tous les gouvernements du monde, et tous ceux d'Amérique latine, ont été ciblés par les mesures tarifaires prises par Donald Trump, amis ou ennemis,
également les expulsions de ressortissants latino-américains pour l'essentiel aux États-Unis ont été mis dans des avions attrapés par cette fameuse police dont on parle beaucoup en ce moment, ICE, que les avions partaient vers le Venezuela, mais ils partaient aussi vers l'Équateur, vers Panama, donc il n'y avait pas vraiment de préférence accordée par Donald Trump sur ces questions des migrants à un pays considéré idéologiquement ami et à un pays qui ne le serait pas. Donc la sidération du 3 janvier était une sidération qui avait déjà des éléments préparatoires. Alors ensuite, pour faire bref, j'arrive à mon deuxième point, comment interpréter ces différents éléments? Comment interpréter le fait que Trump soit un président impérial? Là, il est dans la ligne de tous les présidents des États-Unis, mais qu'il le soit de cette façon-là, sans égard pour ses alliés, pas plus qu'il ne l'est à l'égard de ses adversaires. Donc il y a là un point qui est extrêmement intéressant dans le logiciel des relations internationales de Trump, c'est la force. La force, la raison du plus fort. Il y a un observateur extrêmement, qui a lu ça dans El País, un article d'El País de Madrid qui est intéressant. C'est pas la peine, dit-il, il s'appelle un politologue, Jan Bremer, c'est pas la peine de chercher des explications lointaines, des doctrines, des références anciennes. La politique extérieure de Trump ne suit pas les voies traditionnelles d'alliés contre adversaires, de démocratie contre autocratie, de concurrence stratégique contre coopération. Ces calculs sont plus simples. Si l'autre partie a quelque chose qui l'intéresse, la question est: a-t-il des capacités de riposter et de le faire efficacement? Si la réponse est non, il passe à l'action, il prend. Si la réponse est oui, et donc il est contraint de négocier. L'Amérique latine, dans ce contexte, qui est un contexte global, occupe une place particulière. Je vous recommande la lecture du document de la politique de stratégie nationale du président Trump, qui a été publié sur le site de la Maison-Blanche au mois de novembre, dans lequel l'Amérique latine occupe la première place. Elle occupe la première place pour plusieurs raisons. La première, dont Trump le dit crûment, c'est notre hémisphère à nous, États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'une puissance extérieure, elle n'est pas citée, mais c'est la Chine, prenne une place qu'elle n'est pas historiquement en droit d'occuper. Il s'agit donc pour les États-Unis de récupérer un espace qui a été abandonné par mes prédécesseurs, républicains ou démocrates. Alors on comprend, au vu de cette doctrine qui a été exposée très crûment au mois de novembre dans ce document, que la première agression, disons, non militaire de Donald Trump avait été dirigée vers un petit pays d'Amérique latine, Panama. Rappelez-vous, dès le mois de février, même fin janvier 2025, donc Trump avait sommé le Panama de rompre les contrats qui avaient été passés en 1997, les appels d'offres, donc 2 ans avant la restitution du canal, qui avaient été gagnés, ces appels d'offres, selon des règles qui avaient été publiées en 1997 dans le journal officiel de Panama, avaient gagné la possibilité de créer des plateformes porte-conteneurs aux 2 extrémités du canal, à Colón, sur la côte atlantique, Caraïbes, et à Panama, dans la ville de Panama, sur la côte pacifique. Bon. Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, et d'autres envoyés spéciaux de Donald Trump sont allés tirer l'oreille du président panaméen, qui pourtant n'était pas un adversaire des États-Unis. Le président Mulino a été membre du gouvernement Endara, rappelez-vous, en 1989. D'accord.
le président de Panama à l'époque, Manuel Noriega, avait été également retiré, extrait qui était un personnage peu recommandable, mais peu importe, c'est pas le problème. Et il avait été exfiltré manu militari par des instruments militaires et musicaux, on y reviendra un peu plus tard si vous voulez, par les États-Unis, et son successeur, Ndara, avait été intronisé président sur une base américaine, puisqu'il y avait encore des bases sur place, et Moulineau était ministre d'Ndara. On ne peut pas dire que Moulineau est un ennemi des États-Unis, mais il a été sommé de rompre ses contrats. Donc il y a eu un embrouillamini juridique qui a été clos il y a quelques jours. La Cour suprême de Panama a décrété que l'appel d'offres finalement était un appel d'offres qui ne répondait pas aux critères qui étaient demandés, et que donc les entreprises qui avaient bénéficié de cet appel d'offres ne pouvaient plus s'en revendiquer pour continuer à travailler à Panama. Bon, voilà. Donc, pour faire court, puisque j'arrive au bout du temps qui m'est imparti, donc je dirais que la doctrine Trump, c'est la raison de plus fort. Les justificatifs, peu importe. Les justificatifs, ça peut être le trafic de drogue avec les bémols signalés en ce qui concerne Nicolas Maduro. Ça peut être la Chine qui n'a pas sa place dans l'hémisphère occidental, bon, dans les pressions sur Panama. Ça peut être dans d'autres régions du monde, la défense des chrétiens, dans le bombardement au Nigeria. Enfin, bon, peu importe, Donald Trump n'est pas avare, il a une boîte à outils, et il met une étiquette a posteriori, qu'il peut remiser d'ailleurs, si cette étiquette ne lui apporte pas les résultats qu'il escompte. Alors, je pourrais aller un peu plus loin sur ce deuxième point, mais la conclusion, en quelques points. Le premier point, c'est que la pression de Donald Trump sur l'Amérique latine ne va pas s'arrêter là. Donc, d'après le document tel qu'il a été publié au mois de novembre, il considère que les États-Unis ont le devoir, que lui-même a le devoir, de créer une sorte de vaste protectorat tourné vers les États-Unis, surtout en matière économique et financière plus que politique. On le voit au Venezuela, peu lui importe qui est au gouvernement, si ce gouvernement lui donne ce qu'il demande. Dans le cas d'espèce, Panama, c'est le canal. Dans le cas d'espèce du Venezuela, c'est le pétrole. Pour d'autres pays, ça sera le lithium, ou le cuivre, ou autre chose. Marco Rubio, le secrétaire d'État, ne s'en est pas caché. Il a comparu devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis il y a quelques jours, et il a dit « tout s'est très bien passé au Venezuela, le Venezuela est à nous, son pétrole est à nous, la suite des événements, elle va se dérouler en 3 parties, stabilisation, réorganisation de l'économie, puis on verra plus tard pour la transition. » Le deuxième point, c'est que cette politique de Donald Trump ne vise pas simplement l'Amérique latine, mais le monde entier. Et ce qui s'est passé au Venezuela a valeur d'avertissement pour la Chine, pour la Russie, pour l'Europe, pour d'autres pays. On a vu qu'immédiatement, à partir de ce qui s'est passé au Venezuela, il est passé au Groenland. Il a dit maintenant, Groenland, je prends. Après, c'est l'Iran, donc le fameux porte-avions le plus grand du monde. Et maintenant, il est passé de la Caraïbe au golfe arabo-persique. Donc, ce qui s'est passé au Venezuela a pour lui, c'est un signal qui est adressé non seulement à l'Amérique latine, mais à l'ensemble des pays du monde. L'ONU aussi, il a mis à part l'ONU pour proposer la création d'un conseil de la paix. Et dernier point, est-ce qu'il est possible de freiner ou d'arrêter Donald Trump? Yann Brenner tout à l'heure disait, s'il rencontre une résistance, il est sensible au rapport de force, il fait marche arrière. Cette résistance, il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis le 3 novembre, il est possible, on verra, il est possible qu'il rencontre une résistance après les événements de Minneapolis. En raison de la situation économique et sociale aux États-Unis, il est possible que le frein principal vienne de l'intérieur des États-Unis. À l'égard de l'extérieur, il a créé tellement de sidération chez ses alliés que, curieusement, son principal adversaire actuellement est le Premier ministre du Canada, qui a lancé un appel
à la coopération entre puissances moyennes pour faire contrepoids. Il s'est rendu en Chine, il s'est rendu en Inde. On constate que l'Union européenne a signé un accord avec l'Inde. Donc il y a des choses. À Panama, il y a eu la semaine dernière une grande rencontre organisée par la Banque de développement la CAF d'Amérique latine, dans laquelle Lula a essayé de remettre sur la table la nécessité pour les latino-américains de mettre entre parenthèses leur conflit idéologique pour défendre ce qui est essentiel, leur souveraineté, et il y a eu un geste qui a été remarqué, la rencontre Lula-Cast, qui est dans ce contexte-là. Donc il est possible, les choses vont tellement vite, tout dépend de ce que fera Trump, à l'abri d'une initiative inattendue, mais il est possible que Trump, ayant désarçonné beaucoup de gens, y compris parmi les anciens alliés des États-Unis, qu'il y ait une espèce de front pour isoler les États-Unis dans quelques mois. Merci beaucoup, c'est toujours désagréable de voir avoir la place que j'ai, mais merci beaucoup. Alors, on a 25 minutes pour des questions et réponses. Si on peut avoir 3 premières questions, ne vous pressez pas, mais allez vite quand même. Alors, Françoise, là-bas. Je voudrais savoir comment, tous les trois, vous interprétez ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier. On vit dans une sidération permanente, mais hier, la rencontre entre Petro et Trump, personnellement, moi aussi, m'a fortement surprise. De la part de Petro, autant que Trump, qui semblait copain comme jamais. Donc, s'agit-il de stratégie? Vous avez dit que Trump le faisait s'il sentait qu'il pouvait, il attaquait. Alors, est-ce à dire que Petro est plus fort dans son pays que le Venezuela, par exemple, ou que Cuba? Bon, l'autre chose, c'est que je pense que si la guerre froide entre les États-Unis et la Chine joue quand même son rôle dans la tête de Trump. Par exemple, on n'a pas parlé du Pérou, on en parle très très peu, mais il se joue quelque chose en ce moment. Vous savez, vous avez entendu parler du port de Chancay, construit par les Chinois. Et les États-Unis sont en ce moment même en train d'essayer de construire un port parallèle, de prendre la base militaire du Callao pour s'opposer au port de Chancay et aux investissements chinois. Donc il se passe quelque chose au niveau économique et politique, parce que le petit pays qui est le Pérou est en train de s'armer, de moderniser toute son armée. Et ça s'est passé juste les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier. Ils acceptent l'arrivée de militaires armés sur les dents, alors que normalement ils sont censés, comme toujours, lutter contre le narcotrafic. Et donc il se passe quelque chose au Pérou et on ne s'en rend pas compte, je crois. Merci. Premier questionnement. Deuxième intervention. Ou tout de suite vous répondez. Voilà, s'il n'y a pas, le mieux c'est que vous donnez votre avis. Je ne sais pas, Thomas, Jean-Jacques, vous avez 3 micros. Tu veux repartir, Jean-Jacques? En quelques mots, parce qu'il y a sûrement d'autres questions là, et pour l'instant ils sont un peu sidérés aussi. Bon, et pendant sa campagne électorale, Donald Trump, ou l'un de ses conseillers, avait déjà évoqué le port de Chancay, qui constitue une épine, de ce point de vue-là, au discours de Donald Trump sur la nécessité de récupérer l'Amérique latine, de la reprendre aux intérêts chinois. Bon, effectivement, le port de Chancay est un énorme investissement réalisé par la Chine avec des vues en direction du Brésil pour traverser les Andes et exporter le soja brésilien à travers le Pérou, la route maritime serait beaucoup plus courte. L'Équateur, n'oublions pas qu'il y a eu une guerre commerciale déclenchée par l'Équateur à l'égard de la Colombie, sur le modèle de ce que font les États-Unis à l'égard des autres pays du monde. Il y a eu une tentative d'installer une base militaire des États-Unis aux îles Galapagos. Il y a eu un référendum, les électeurs ont rejeté la proposition, mais il y a eu immédiatement après l'annonce de manœuvres militaires équatoriano
nord-américaine, donc dans cette région-là. Bon, le Pérou est en élection présidentielle, ce qui va être un épisode extrêmement compliqué au Pérou compte tenu de ce qui se passe aux élections présidentielles et surtout après les élections présidentielles dans ce pays, mais il est évident qu'il y aura quelque chose sur le Pérou, le port de Chiang Kai, les investissements chinois dans cette région venant des États-Unis. Alors après, l'autre partie de votre question sur pourquoi Donald Trump et Gustavo Petro se sont rencontrés. Bon, il y a des élections législatives en mars en Colombie, il y a des élections présidentielles en mai, donc du côté colombien, pour donner toutes ses chances à un candidat qui est en tête dans les sondages, Ivan Cepeda, il y avait un certain intérêt à faire baisser la pression. D'autre part, les États-Unis, à la différence des autres pays d'Amérique du Sud, en Colombie, les États-Unis sont restés le premier partenaire économique de la Colombie. Donc il y avait du côté de Gustavo Petro, évidemment, une volonté de faire baisser la pression. On va essayer de raccourcir parce que sinon on repart sur un autre débat. Mais je pense que l'éclairage est déjà suffisant, à moins que Jeannette veuille rebondir. Vas-y, puisque je t'ai senti... Non, je pense que l'histoire de Shanghai, c'est, je crois, 140 milliards de dollars qui ont été investis dans ce port. C'est une importance stratégique très grande, donc vous avez raison. Non, ce que je voulais dire, je veux dire deux mots, parce que... c'est une nuance par rapport à ce que tu dis, Jean-Jacques. La réunion à laquelle participait Lula, la rencontre avec Cast, etc., etc. Moi, je suis quand même, je veux dire, étonnée pour employer une expression modérée de la faiblesse des réactions des gouvernements latino-américains par rapport à la situation actuelle. Bon, la justification, c'est... on a des dictatures, alors maintenant dictature, le Venezuela, Cuba, tout ça c'est pareil que Pinochet, bon, donc je ne vais pas rentrer dans la discussion académique, mais ce qui est en train de se passer mérite absolument pas, enfin c'est incompréhensible. Il y a d'autres temps où on aurait eu une réaction, je ne dis pas qu'ils rentrent en guerre, évidemment, c'est pas ça, mais c'est des condamnations qui sont même pas vraiment des condamnations. Hein. Et donc l'idée même, il pourrait y avoir au minimum un front, effectivement, des gouvernements latino-américains. Je ne parle pas de Milei, je ne parle pas du Honduras, je parle parce que le Honduras vient de basculer. Et puis l'autre pays qui bascule à l'extrême droite maintenant, c'était inimaginable avant, c'est le Costa Rica. Hein. C'était impensable auparavant. Donc je pense que là... il y a un des signes d'alarme, d'alerte de la situation. Et je pense effectivement, bon, Fabien avait l'air de faire une légère critique à la tonalité, parce que la solidarité avec Cuba, elle va de soi, évidemment. Hein, c'est David contre Goliath, le requin, la sardine. Mais on est obligé de comprendre maintenant ce qui s'est passé, parce que ça, c'est un enjeu clé par rapport à tout ce qui nous attend aux années qui viennent. Il faut être capable maintenant de comprendre et d'analyser ce qui est en train de se faire, en tous les cas pour tous les gens qui s'occupent un peu. C'est pour ça qu'on vous remercie d'être là. C'est pour ça qu'on vous remercie beaucoup d'intervenir. Non, Fabien, ce que je termine du Ah oui, pardon. mais je veux dire que l'alerte, l'alarme, c'est effectivement le fait que cette mobilisation qu'on aurait pu attendre, hein, une mobilisation au moins, une condamnation ferme, elle, pour le moment, elle ne s'est pas manifestée. Merci. À moins que tu réagiras après ça. Oui, non, moi je voulais souligner le fait que c'est vrai que pour la première fois, il n'y a pas eu de réaction unanime à ce qui s'est passé à cette intervention. Parce que moi je me souviens effectivement d'autres circonstances, notamment des coups d'État ou des coups de force, où les pays latino-américains, quelle que soit leur tendance politique, avaient réagi de façon absolument en condamnant et de façon assez cohérente.
Or, par exemple, la session qu'il y a eu de l'OEA juste après l'intervention au Venezuela, c'est un modèle de louvoiement, enfin c'est absolument incroyable de l'écouter. Et puis, par ailleurs, moi je suis pas sûre que, en fait, cette sidération, oui, mais il y avait quand même effectivement des signes avant-coureurs. Hein, la situation, enfin ce qui s'est passé au Honduras, qui est absolument incroyable, était quand même un avertissement. On avait vu, et effectivement, en ce qui concerne la Colombie, il est assez évident que, étant donné la situation actuelle et la proximité des élections, la situation, la pression en Colombie est tout à fait différente, parce que l'opposition colombienne au gouvernement actuel est aussi d'un autre style que l'opposition vénézuélienne qui en réalité est pas très outillée pour contrôler ou pour prendre le pouvoir. Enfin, juste une question, moi j'aurais bien aimé effectivement entendre parler peut-être de la situation au Mexique. Ça serait peut-être intéressant d'en dire quelques mots. Merci. Je vais donner juste encore une question ici, et puis après, comme ça. Oui, j'avais juste envie de commenter ce que Madame vient de dire. La réaction en Amérique latine, c'était faire de la CELAC. En fait, c'est une réaction d'une protection économique dirigée par Petro. Donc, c'est tous les pays qui sont plutôt encore à gauche, et le Mexique et d'autres pays de l'Amérique centrale, qui se sont mis avec la Chine. Et c'est ça les risques pour Trump, parce qu'ils sont extrêmement forts en train de négocier avec la Chine. Effectivement, hier, c'est un retournement extraordinaire. On ne s'attendait pas à cette réaction. Il a dû avoir une négociation assez forte. On sait qu'il a parlé de narcotrafic. On sait qu'il a donné des noms et des billes à Trump pour aller chercher ailleurs le trafic en drogue. Mais c'est un enjeu... Alors, on est assez méfiant. Moi, je suis assez méfiante. Rubio a dit tout de suite, oui, on va soutenir Petro jusqu'à la fin de son mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il renvoie comme message? Parce que la droite, elle est très forte en Colombie, et ils ont déjà sollicité Trump pour intervenir. Donc bon, c'est juste... Merci. Tu veux réagir peut-être? Ah, là-bas. Et après, on redonne la parole, parce que le temps tourne malheureusement. Bonjour. Merci pour vos interventions. Je voudrais savoir, par rapport à tout ce que vous avez dit, quelle est la position du Mexique avec une présidente qui est plutôt de gauche, mais qui réussit quand même plutôt bien à tenir tête à Trump. Alors, je voudrais juste entendre un petit mot par rapport à ça. Merci beaucoup. Bien, alors je redonne la parole à celui qui n'a pas encore pris, c'est à toi. Et puis, si vous voulez revenir sur le Mexique, notamment. Oui, j'essaie de répondre. Effectivement, ce qui ressort dans toutes ces interventions, c'est qu'il y a besoin d'une mobilisation anti-impérialiste, et peut-être même au-delà des gouvernements, des populations, parce que effectivement la réaction des gouvernements a été peut-être a été assez faible par rapport à la gravité de ce qui a été commis dans la nuit du 2 au 3 janvier, mais la réaction des peuples également. Alors sans doute que la mauvaise réputation de Nicolás Maduro a amputé ces mobilisations, mais quel que soit quoi qu'on pense de ce qu'est fait Nicolás Maduro, l'acte qu'a commis Donald Trump est extrêmement grave et mérite qu'on se mobilise, qu'on fasse des mobilisations anti-impérialistes de masse, telles qu'on a pu les faire lors des précédentes phases agressives de l'impérialisme états-unien. C'est pas nouveau que les États-Unis veuillent déclarer des guerres un peu partout dans le monde. Ce qui est nouveau, c'est un peu la faiblesse des réactions anti-impérialistes. Et il y a besoin
de changer, parce que comme tu l'as dit Jean-Jacques, effectivement, enfin, Donald Trump ne s'arrête que quand on l'arrête, enfin il ne s'arrêtera jamais tout seul. Pour essayer de réfléchir un peu sur la question colombienne, enfin, Gustavo Petro, c'est sans doute le président qui a dit les choses les plus franches à l'égard de Donald Trump depuis le début de son mandat, enfin, qui a condamné les déportations de migrants dès le début de sa présidence, qui, après l'Assemblée générale de l'ONU, a appelé à l'insubordination des militaires états-uniens face à l'absence d'humanité qui les était traités. Après, il y a un rapport de force qui est malheureusement asymétrique et pas en la faveur de Gustavo Petro. Gustavo Petro, c'est un président en fin de mandat aussi, tu le rappelais, donc Donald Trump espère faire partir de Gustavo Petro, Gustavo Petro partira faire partir la gauche du pouvoir en Colombie par des ingérences électorales, sans doute comme il l'a fait en Argentine ou en Honduras, sans avoir besoin d'utiliser la force. Comment comprendre la rencontre? Enfin, il y a des menaces qui sont assez fortes, la désertification de la Colombie dans les aides qui étaient attribuées par les États-Unis dans la lutte contre le narcotrafic, l'inscription de Gustavo Petro sur la liste Clinton des personnes supposément complices avec le narcotrafic. On l'a dit précédemment, cette accusation de narcotrafic, elle est purement instrumentalisée politiquement par Donald Trump. Moi j'avais lu que Gustavo Petro avait cédé sur l'épandage de glyphosate dans les champs de coca, qui était une demande des États-Unis, ou sur les retours des déportations de migrants. Je n'ai pas eu de confirmation, je l'ai lu juste avant la rencontre. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'effectivement il y a sans doute une peur de ces ingérences électorales de la part de Gustavo Petro et de la part de Donald Trump, une volonté de démonétiser sans doute un peu Gustavo Petro en le faisant venir à la Maison Blanche, mais je n'ai pas plus d'éléments là-dessus. Sur la question du Mexique, je pense que vous en parlerez mieux que moi. Il y a cette interdépendance des économies mexicaines et états-uniennes qui fait que même Donald Trump ne peut pas aller complètement jusqu'au bout en tant que tel, parce que sanctionner complètement le Mexique serait sanctionner très fortement l'économie états-unienne, même si effectivement Claudia Sheinbaum visiblement cède sur la question de l'aide à Cuba, quand je dis céder, c'est céder avec un pistolet sur la tempe, c'est pas céder de manière volontaire, mais où il y a un rapport de force qui... Claudia Sheinbaum a des arguments à opposer à Donald Trump. Malheureusement, Donald Trump a une armée et a une puissance qui fait que c'est difficile pour les États latino-américains de soutenir, une raison d'autant plus importante pour construire un mouvement par les populations et d'avoir une mobilisation par en bas contre l'impérialisme états-unien. Je laisse la parole à... Là, on va aller on va reprendre Jeannette et puis comme ça Jean-Jacques pourra faire presque la conclusion, parce que oui. Après Jean-Jacques va faire la conclusion parce qu'on se rapproche de 20h30 et non, je suis pas sûr qu'on puisse... sur la stratégie américaine et sur le document qu'a évoqué Jean-Jacques, qui a été publié en novembre. Vous pouvez trouver sur Internet, en décembre, qu'il y a un document très important qui explique la nouvelle stratégie et qui explique ce qui est en train de se passer au Venezuela, ce qu'ils sont en train de chercher à faire à Cuba. C'est un peu plus compliqué. Et je dirais un mot sur le Mexique. Ce qui est explicitement dit dans ce document, c'est qu'on tire les leçons de l'Irak. Et de l'Irak et d'une certaine façon de l'Afghanistan. C'est-à-dire que l'Irak, c'est le plus clair. L'intervention américaine en Irak a détruit les forces armées et l'appareil d'État irakien. Et après, pour reconstruire tout ça, ça a été extrêmement compliqué. Et en fait, ils ont, même maintenant, pas vraiment réussi. Il faut gérer le désordre après, il faut gérer des sociétés qu'ils ne connaissent pas, etc. Et ça, ils ont tiré les leçons. Moi, j'ai lu des textes qui tirent les leçons des chercheurs du département d'État qui... Mais c'est pas vrai, je comprends pas très bien parce que je l'ai éteint. Il est sur vibreur. Je crois que c'est en face. C'est fini, c'est bon, c'est pas toi. Ouais, je l'ai éteint. Non, mais tu pour rien. Non, il est sur vibreur et ça marche pas. Ils ont tiré les leçons de l'Irak au sens où il vaut mieux préserver, si c'est possible, l'appareil d'État existant, y compris l'appareil policier, l'appareil militaire, en contraignant les dirigeants qui sont sur place à faire leur politique. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Venezuela, Thomas. Bon, c'est-à-dire que Delcy Rodriguez
En tous les cas, évidemment, elle n'a pas d'autre choix. Enfin, il y a peut-être bien d'autres choix, mais qui sont d'un autre enjeu. Mais en tous les cas, pour l'instant, elle est contrainte de faire tout ce qu'on lui dit, et elle le fait. Alors après, on peut juger, hein, on peut la juger sur ça, mais ça s'apparente quand même à une... J'ose pas dire une capitulation en race campagne, parce qu'on n'est pas à sa place. Mais en tous les cas, pour l'instant, elle ouvre, Thomas l'a expliqué, les portes, enfin le pétrole est ouvert maintenant à toutes les entreprises privées, et il n'y a plus de livraison à Cuba, évidemment. Donc la stratégie telle qu'elle est définie, c'est effectivement une leçon tirée, et y compris de ce qui s'est passé en Afghanistan, où ils sont partis dans des conditions calamiteuses. Je ne sais pas si vous vous avez rappelé à la télévision. Donc je pense que c'est un changement de stratégie, et ils veulent imposer la même chose à Cuba. Je jure de rien. Je pense que c'est plus compliqué à Cuba, parce que Cuba, c'est pas le Venezuela. Mais donc il s'agit simplement de faire en sorte que les dirigeants appliquent leur politique. Et Marco Rubio, ce que rappelait Jean-Jacques, a effectivement témoigné devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, et c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, tant qu'elle fait, avec une menace, quand elle fait ce qu'on lui dit de faire, et elle fait ce qu'on lui dit de faire, absolument, eh bien, ça nous va très bien, ça évite que l'armée, il y a quand même une armée forte, je pense, hein, au Venezuela, ça évite d'avoir des problèmes. Alors, à ceci près qu'elle risque de se prendre quand même les pieds dans le tapis très sérieusement, parce que Rubio, que moi j'ai rencontré il y a très longtemps, à Cuba, qui est un forcené. J'ai rarement rencontré un personnage pareil. Hein. C'est un descendant d'immigrants cubains, mais c'est quelqu'un, c'est d'extrême droite, mais d'une violence absolument inouïe, et il est candidat pour une des prochaines présidentielles, d'ailleurs. En tous les cas, il a expliqué ça, et il a annoncé des élections au bout, c'est une étape en trois, enfin il y a une étape en trois étapes, si j'ose dire. Et qu'est-ce qui va se passer si elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise, si elle se discrédite, je ne sais pas quelle est l'importance aujourd'hui des bases chavistes, quand moi j'y étais, c'était quand même, ça comptait encore. Si elle se discrédite, si elle sape son audience et son influence, c'est Corina Machado qui passera. Hein. Et donc je pense que c'est ça la vraie stratégie. Je ne sais pas si Thomas est d'accord, mais je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Un mot sur le Mexique. Moi, il faut comprendre, alors Claudia Sheinbaum résiste tant qu'elle peut. Moi, je tiens mon chapeau jusqu'à présent, parce que il y a eu un pétrolier. Alors, les toutes dernières nouvelles que moi j'ai, tout ça, mais c'est qu'il y a un pétrolier qui n'est pas parti à Cuba. C'est la dernière aide que les Cubains ont, qui n'est pas parti parce qu'ils ont eu peur qu'il soit saisi. Alors, est-ce que c'est la seule raison? Je ne sais pas. Et ils sont en train de négocier en faisant état, elle est en train de faire état auprès de Trump des risques d'immigration massive, et c'est vrai, de Cubains sur les plages de la Floride, au cas où il y a une normalisation telle qu'elle veut la prévoir. Elle dit ça risque d'être, et pour le Mexique et surtout pour les États-Unis, épouvantable. Vous allez avoir des centaines de milliers, et ça c'est vrai, de Cubains qui vont, vous imaginez, s'ils sont affamés, hein, il y a 10 millions de personnes. Si elles sont bloquées, encerclées, plus de pétrole, plus rien, c'est un vrai blocus maritime, ce dont il les menace. Bon, et elle prend cet argument pour essayer de négocier le fait que le pétrole continue un petit peu à arriver à Cuba. Après, il y a un point d'interrogation. Que fait la Chine? Je ne pense pas grand-chose. Et que fait la Russie? Voilà. Parce que là, je vois que de l'autre côté, on s'agite. Bon, je vais être bref, donc simplement deux choses. On est dans un rapport États-Unis, Amérique latine et reste du monde qui est un rapport de force brute. Donc on comprend, quand on voit les réactions de l'Europe sur le Groenland, la solidarité avec le Danemark n'est pas aussi naturelle qu'on aurait pu le penser. Donc quand on est plus proche des États-Unis en Amérique latine, qu'est-ce que peuvent faire les pays latino-américains? Ils sont à la merci de menaces militaires, comme on l'a vu au Venezuela, de sanctions financières, de sanctions commerciales. La marge de manœuvre est extrêmement faible. Alors malgré tout, il y a eu 5 gouvernements d'Amérique latine, dont le Brésil,
avec l'Espagne, seul pays européen à avoir signé ce document, a demandé le respect du droit international et a critiqué ce qui s'est passé au Venezuela le 3 janvier. Bon, on pourrait développer beaucoup, je ne le ferai pas. Je veux dire un mot sur le Mexique qui concerne aussi Cuba. Rappelez-vous ce qu'aurait dit le dictateur Porfirio Díaz du Mexique. On est si loin de Dieu, si près des États-Unis. La pauvre présidente mexicaine, elle est sous pression sur l'immigration, sous pression sur le trafic des stupéfiants. Trump a menacé de mener des opérations terrestres. Après ce qu'il a fait au Venezuela, on comprend que la présidente mexicaine se tâte le menton avant de dire quoi que ce soit sur Cuba ou sur d'autres ou sur le Venezuela. Et elle est en train de renégocier le traité de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique dans des conditions très compliquées, y compris d'ailleurs pour le Canada qui est menacé d'annexion. Et là aussi, elle est coincée. Donc les États-Unis, Trump a dit plus de pétrole à Cuba. Donc il n'y a plus de pétrole vénézuélien, il y en avait 40 000 ou 46 000 barils par jour, mais il y avait aussi 17 000, un peu plus de 17 000 barils mexicains. Ça s'est arrêté net après la déclaration de Trump. Le gouvernement mexicain a suspendu, de fait, c'est pas le gouvernement qui l'a annoncé, c'est la Pemex, la société d'État, voilà. Et donc, la présidente Sheinbaum a simplement dit nous sommes en train d'étudier comment faire parvenir une aide humanitaire. Ça reste quand même assez flou, mais on comprend qu'elle hésite à continuer à envoyer du pétrole à Cuba dans les conditions actuelles. Après ce qui s'est passé au Venezuela, après les discours menaçants de Donald Trump, voilà, donc, et la position de la présidente mexicaine est évidemment la plus exposée en raison de l'étroitesse des liens à tous les niveaux et des contentieux entre les deux pays, mais c'est aussi la position de tous les pays d'Amérique latine. Merci beaucoup, merci à nos trois intervenants. Merci à vous d'être là. Je rappelle qu'il y aura une autre initiative.